Une nouvelle de Philippe Cadic, La crypte de cristal. Attention, appel à vaisseau en approche, attention. Ordre d'atterrir à la station de contrôle de Deimos. Pour inspection. Attention, ordre d'atterrissage immédiat. Le grincement métallique du haut-parleur résonna dans les couloirs de l'immense vaisseau, provoquant une sorte de malaise parmi les passagers. Ceux-ci s'entre-regardèrent en murmurant avant de se pencher vers les hublots pour découvrir au-dessus d'eux Deimos, la petite boule rocheuse qui servait de base de contrôle à Mars. « Que se passe-t-il » demanda un voyageur angoissé à l'un des pilotes, tout en se précipitant dans l'allée centrale pour aller localiser le sas de secours. « Nous devons atterrir. Regagnez votre place », répondit le pilote sans s'arrêter. « Atterrir? Mais pourquoi ?» Tous les passagers échangèrent un regard. À la verticale du vaisseau ventru de vol intérieur planaient 3 chasseurs légers d'origine martienne, visiblement en état d'alerte. Lorsqu'il amorça sa manœuvre d'approche, ces engins perdirent également de l'altitude, tout en prenant bien soin de se maintenir à distance. « Il y a quelque chose qui cloche », fit nerveusement une voyageuse. « Seigneur, je croyais pourtant qu'on en avait fini avec ces Martiens. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ? On ne peut guère leur tenir rigueur de cette ultime inspection », déclara à un voisin un homme d'affaires corpulent. « Après tout, nous sommes les derniers à quitter Mars pour Terra. On a bien de la chance qu'ils nous laissent partir. Vous croyez qu'il va vraiment y avoir la guerre ? Ces Martiens n'oseront jamais se battre avec les armes et la capacité de production que nous pouvons leur opposer. Il ne faudrait pas plus d'1 mois pour régler son compte à Mars. Tout cela, ce sont des mots. N'en soyez pas si sûr, rétorqua la fille en lui jetant un regard. Mars est au bord de l'abîme. Elle se battra bec et ongle. J'ai vécu 3 ans ici et... Un frisson la parcourut. Je remercie le ciel de pouvoir enfin m'en aller, au cas où. Tenez-vous prêts, coupa la voix du pilote. Nous allons atterrir. Le vaisseau continuait à descendre lentement, pour se poser enfin sur l'aire d'atterrissage d'urgence du satellite, qui n'avait que rarement l'occasion d'accueillir des visiteurs. Un grincement suivi d'une secousse à vous soulever le cœur, puis ce fut le silence. « Nous voilà posés », fit le gros homme d'affaires. « Ils n'ont pas intérêt à nous causer des ennuis. S'ils transgressent ne serait-ce qu'un article de la charte spatiale, Terra les mettra en pièces. Veuillez rester à vos places », fit à nouveau la voix du pilote. « Selon les exigences des autorités martiennes, personne ne doit quitter le vaisseau. Nous devons demeurer où nous sommes. » Une agitation anxieuse s'empara des passagers. Certains s'efforçaient de lire un peu, tandis que d'autres, au bord de la crise de nerfs, regardaient fixement le terrain d'atterrissage désert où venaient d'atterrir les 3 chasseurs, qui dégorgeaient maintenant des escadrons d'hommes en armes. Les soldats martiens venaient vers eux, au pas de course. Ce vaisseau de vol intérieur était le dernier engin de ligne à quitter Mars pour Terra. Tous les autres étaient partis depuis longtemps se mettre en sécurité avant le déclenchement des hostilités. Cela était encore donc les tout derniers passagers, le dernier groupe de terriens à abandonner la triste planète rouge, des hommes d'affaires, des expatriés, des touristes, enfin tous ceux qui n'étaient pas encore rentrés chez eux. « À votre avis, que nous veulent-ils » demanda le jeune homme à sa voisine. « J'ai du mal à le comprendre, pas vous ? D'abord, ils nous donnent le feu vert, et ils nous laissent décoller, et maintenant, ils nous ordonnent par radio de nous poser. Au fait, je m'appelle Thatcher, Bob Thatcher, puisque nous sommes ici pour un petit moment. » Le sas s'ouvrit. Les conversations cessèrent brusquement et toutes les têtes se tournèrent. Dans la lumière blafarde se découpait la silhouette d'un officiel martien vêtu d'un costume noir, de Leiters de province. Il parcourut des yeux l'intérieur du vaisseau tandis qu'attendait derrière lui une poignée de soldats, fusils au poing. « Nous n'en avons pas pour longtemps », fit le Leiter, en s'avançant talonné par ses hommes. « Dans quelques instants, vous serez autorisé à poursuivre votre voyage. » Soupir de soulagement dans les rangs des passagers. « Regardez-le », souffla la voisine de Thatcher. « Ces uniformes noirs, je les ai en horreur. » « Ce n'est qu'un Leiter de province, ne vous inquiétez pas. » L'homme resta quelques instants immobile, les mains sur les hanches, à promener sur les voyageurs un regard inexpressif. « J'ai donné ordre à votre vaisseau de se poser, » déclara-t-il,
afin de procéder au contrôle de tous ces passagers. Vous êtes les derniers terriens à quitter notre planète. Pour la plupart, vous êtes des gens ordinaires, inoffensifs, et en tant que tels, vous ne m'intéressez pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dénicher 3 saboteurs, 3 terriens, 2 hommes et une femme, qui se sont rendus coupables d'un acte de terrorisme inadmissible. Et ils sont censés se trouver à bord de ce vaisseau. Un murmure de surprise et d'indignation fusa de tous les côtés. Le Leiter fit signe aux soldats de le suivre dans l'allée centrale. Il y a 2 heures à peine, une ville martienne a été anéantie. À l'endroit où elle se trouvait, il ne reste qu'une dépression dans le sable. La ville, ses habitants, se sont volatilisés, anéantis en une seconde. Mars n'aura de cesse que les saboteurs soient capturés, et nous sommes persuadés qu'ils sont parmi vous. « Ce n'est pas possible », rétorqua le gros homme d'affaires. « Il n'y a aucun saboteur ici. »« On va commencer par vous », fit le Leiter, en s'approchant. Un des soldats lui passa un boîtier métallique. « Avec ceci, nous n'allons pas tarder à savoir si vous dites la vérité. Levez-vous. Allez debout !» L'homme d'affaires se leva lentement, le visage empourpré. « Écoutez, êtes-vous impliqué dans la destruction de la ville? Répondez. » L'homme d'affaires déglutit rageusement et maugréa. « Je ne suis pour rien de cette ville détruite. D'ailleurs, il dit la vérité, » fit le boîtier métallique d'une voix atone. Au suivant, le Leiter fit un pas dans l'allée. Un homme mince, chauve, se leva avec des gestes de nervosité. « Non, monsieur, » fit-il, « je ne suis pas au courant de cette histoire. »« Il dit la vérité, » répéta mécaniquement le boîtier. Au suivant, levez-vous. L'un après l'autre, les passagers se mirent sur pied, répondirent à la question et se rassirent, non pas sans un certain soulagement. Il nous resta bientôt plus que quelques personnes à interroger. L'officier marqua une pause et scruta intensément leurs visages. Vous n'êtes plus que 5, et les 3 terroristes sont forcément parmi vous. Le filet se resserre. Il porta la main à sa ceinture, et l'on vit briller un éclair pâle. Il leva alors une espèce de baguette incandescente qu'il pointa posément sur les 5 personnes en question. « Bon, à vous. Avez-vous connaissance de la catastrophe ? Y avez-vous participé d'une quelconque manière ?»« Absolument pas, » bredouilla l'homme. « Dis la vérité, » intervint aussitôt le boîtier. Suivant. « Rien, je ne sais rien, je n'ai rien à voir là-dedans. »« C'est la vérité, » émit le boîtier. Le silence se fit. Il ne restait que 3 personnes. Un homme, entre 2 âges, sa femme et leur fils de 12 ans environ. Livide au fond de l'appareil, il regardait l'officier la baguette qu'il tenait entre ses doigts noirs. « Ce ne peut être que vous, » grinça le martien en s'approchant. Les soldats levèrent leurs armes. « Il faut que ce soit vous, toi là, fiston. Que sais-tu sur la disparition de notre ville? Réponds !» Le garçon secoua la tête et murmura « Rien !» Le boîtier resta un instant silencieux, puis déclara comme un regret « C'est la vérité. » Au suivant « Rien !» bredouilla la femme. « Rien du tout. » C'est la vérité. Au suivant « Je n'ai rien à voir avec la destruction de cette ville. » fit l'homme. « Vous perdez votre temps. » Il dit la vérité, répéta encore le boîtier. Le Leiter resta planté là longtemps à jouer avec sa baguette, qu'il finit par remettre à sa ceinture. Puis il ordonna à ses soldats de regagner le sas. « Vous pouvez poursuivre votre voyage, » déclara-t-il en partant à la suite de ses hommes. Arrivé à la sortie, il s'arrêta et tourna vers les passagers un visage menaçant. « Je vous laisse partir, mais Mars ne tolérera pas que ses ennemis lui échappent. Les 3 saboteurs seront pris, j'en fais le serment. » Il se frotta le menton d'un air pensif. « C'est curieux, j'étais pourtant certain qu'ils étaient à bord de ce vaisseau. » Une fois de plus, il promena un regard glacé sur les terriens. « J'ai pu me tromper. Enfin, allez-y. Mais n'oubliez pas, les coupables ne m'échapperont pas, même si nous devons mettre des années à les retrouver. Mars saura les arrêter et les punir, je le jure. »
Un long moment s'écoula sans que personne ne prononce un mot. Le gros vaisseau filait à nouveau dans l'espace, sous la poussée régulière et tranquille de ses réacteurs, emportant ses passagers vers leur planète à eux, leur terre d'origine. À l'arrière, de seconde en seconde, s'éloignait Deimos et la sphère rouge de Mars, qui ne furent bientôt plus visibles. Un soupir de soulagement circula dans la cabine. « Tout ça, c'est du bluff », bougonna quelqu'un. « Quel barbare !» répondit en écho une voix féminine. Quelques personnes empruntèrent l'allée pour se rendre au salon-bar. La voisine de Thatcher se mit sur pied et passa sa veste autour de ses épaules. « Excusez-moi, dit-elle. Vous allez au bar ? Ça vous ennuie si je vous accompagne ? A priori non. » Suivant les autres, ils remontèrent côte à côte la travée menant au salon. « Vous savez, reprit Thatcher, je ne connais toujours pas votre nom. Je m'appelle Mara Gordon. » Mara ? C'est joli. D'où êtes-vous ? Sur Terre, je veux dire. D'Amérique du Nord, de New York ? Je connais New York, une très belle ville. Elle était fine, jolie, avec une abondante chevelure brune qui lui cascadait sur la nuque et venait frôler le col de son blouson de cuir. Arrivés au salon, ils hésitèrent un instant. « Prenons une table », suggéra Mara, après un coup d'œil au bar, où s'agglutinaient plusieurs personnes, principalement des hommes. « Là-bas, par exemple. »« Mais il y a déjà quelqu'un », fit remarquer Thatcher. Un des sièges était en effet occupé par l'homme d'affaires corpulent, qui avait posé son attaché-caisse à ses pieds. « Vous voulez vraiment vous asseoir avec lui ? Pourquoi pas ?» insista Mara en s'approchant de la table. « Vous permettez ?» demanda-t-elle au gros homme. « Avec plaisir », susurra ce dernier en se levant à demi. Son regard s'attarda, avec insistance, sur Thatcher. « Seulement, j'attends un ami d'un moment à l'autre. »« Il y aura bien assez de place pour tout le monde », décréta Mara en prenant place d'autorité sur le siège que lui présentait Thatcher. Celui-ci s'assit à son tour et en levant les yeux surprit un curieux échange de regards entre Mara et l'homme d'affaires. On aurait dit qu'ils étaient de connivence. La quarantaine, il arborait un teint Rubicon et des yeux gris empreints de lassitude. Ses mains étaient marbrées de veines épaisses. Il pianotait nerveusement sur la table. Thatcher lui tendit la main. « Je me présente. Thatcher Bob Thatcher. Puisque nous allons passer un moment ensemble, autant faire connaissance. » L'homme l'étudia, puis tendit lentement la main à son tour. « Pourquoi pas ? Erickson, Ralph Erickson. » Thatcher sourit. « Si je ne m'abuse, vous êtes dans les affaires. » Un petit signe de tête en direction de l'attaché-caisse. « Dites-moi si je me trompe. » Le dénommé Erickson allait répondre lorsqu'une légère agitation naquit à proximité. Un homme d'à peine 30 ans, élancé, le regard brillant et chaleureux, s'approchait de la table. « Ma foi !» lança-t-il à Erickson, « nous voilà enfin partis. Salut Mara !» ajouta-t-il en tirant un siège sur lequel il s'assit promptement avant de croiser les mains sur la table. Il se rendit compte alors de la présence de Thatcher et eut un léger mouvement de recul en marmonnant « Veuillez m'excuser, Bob Thatcher, j'espère que je ne fais pas figure d'intrus. » Il les observa l'un après l'autre. Mara, l'œil vif et braqué sur lui, le volumineux Erickson et son expression indéchiffrable, puis le nouveau venu. « Dites donc, vous vous connaissez tous les trois ?» demanda-t-il brusquement. Silence. Un serveur robot arriva en glissant sans bruit, puis s'immobilisa, prêt à prendre leur commande. Erickson réagit. « Voyons, dit-il d'une voix affable, qu'allons-nous prendre, Mara ? Whisky à l'eau. Et vous, Yann ? Même chose, fit le sémillant jeune homme svelte, sourire à l'appui. Thatcher ? Gin tonic. Whisky à l'eau pour moi aussi, conclut Erickson. Le serveur robot s'éclipsa un court instant et revint avec les consommations qu'il déposa sur la table. Chacun prit son verre. « Eh bien, fit Erickson en levant le sien, à notre succès. » Tous quatre burent. Encore une fois, un regard entendu fut échangé entre Mara et Erickson, une lueur si brève que Thatcher ne l'aurait sans doute pas remarqué s'il n'avait eu les yeux rivés sur la jeune femme. « Vous êtes
Dans quelle branche, monsieur Erickson? Demanda-t-il soudain. L'interpellé tourna les yeux vers lui, puis les abaissa sur son attaché-caisse. Eh bien, comme vous pouvez le voir, grommela-t-il, je suis représentant de commerce. J'en étais sûr, fit Thatcher avec un sourire. À force, on arrive à les repérer tout de suite, rien qu'à leur mallette. Ils en portent toujours une avec des échantillons. Alors, qu'est-ce que vous vendez, vous? Erickson ne répondit pas tout de suite. Il passa sa langue sur ses lèvres épaisses. Avec ses paupières lourdes qui recouvraient en partie ses yeux inexpressifs, il avait l'air d'un crapaud. S'essuyant la bouche d'un revers de main, il finit par se pencher et ramasser son attaché-caisse qu'il déposa devant lui sur la table. Bon, si on montrait à M. Thatcher ce qu'il y a là-dedans. Tous les yeux étaient fixés sur l'objet. Apparemment, ce n'était qu'une mallette en cuir, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec une poignée métallique et une serrure à ressort. « Vous m'intriguez, » dit Thatcher. « Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Vous êtes tous tellement tendus, des diamants, des pierres précieuses volées ?» Yann laissa échapper un rire rauque et sans joie. « Reposez ça, Erickson. On n'est pas encore assez loin. »« Voyons, Yann, » grogna Erickson. « Nous sommes à la bonne distance maintenant. »« S'il vous plaît, chuchota Mara. Attendez un peu. »« Attendre? Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Vous avez tellement l'habitude de... »« Non, » insista Mara en désignant Thatcher d'un mouvement du menton. « Nous ne le connaissons pas, je vous en prie. »« C'est un terrien, oui ou non? En ces temps difficiles, tous les terriens se soutiennent. » Tout à coup, il actionna maladroitement le verrou de la mallette. « En effet, monsieur Thatcher, je suis voyageur de commerce. Nous le sommes tous les trois. »« Donc, vous vous connaissez bel et bien. »« Exact, » approuva Erickson. Les deux autres se tenaient tout raides, les yeux baissés. « Nous nous connaissons. Tenez, je vais vous montrer ce que nous vendons. » Il ouvrit la mallette et en sortit un coupe-papier, un taille-crayon, un presse-papier en forme de globe en verre, une boîte de punaises, une agrafeuse, quelques attaches trombones, un cendrier en matière plastique et d'autres objets que Thatcher ne put identifier. Il aligna les objets devant lui, puis referma l'attaché-caisse. « J'en conclus que vous êtes dans la fourniture de bureau, » fit Thatcher en effleurant du doigt le coupe-papier. « Excellente qualité, cet acier suédois, à mon avis. » Erickson secoua la tête et regarda Thatcher dans les yeux. « Pas très prestigieux comme boulot, hein? Fourniture de bureau, cendrier, attache trombone. » Il sourit. « Bof, » fit Thatcher en haussant les épaules. « Pourquoi pas? Après tout, ces choses-là sont essentielles à l'économie moderne, tout de même. Je me demande... » « Oui? Eh bien, je me demande comment vous avez pu trouver assez de clients sur Mars pour rentabiliser le déplacement. » Thatcher se tut le temps d'examiner le presse-papier. Il tint dans la lumière. Il contemplait la scène représentée à l'intérieur de la sphère lorsque Erickson lui prit des mains pour la ranger dans la mallette. Encore un détail. Si vous vous connaissez tous les trois, comment se fait-il que vous ne vous soyez pas installés côte à côte quand on a embarqué? Ils relevèrent subitement les yeux sur lui. « Et pourquoi ne vous êtes-vous pas parlé avant qu'on quitte Deimos ?» insista Thatcher en se penchant vers Erickson, le sourire aux lèvres. Deux hommes et une femme, 3 personnes en tout, assises séparément à bord et qui n'ont pas échangé un mot avant le départ de la station de contrôle. Je repense à ce qu'a dit le martien, 3 saboteurs, une femme et 2 hommes. Erickson rangea ses objets dans l'attaché-caisse. Il souriait, mais son visage avait pris une teinte blafarde. Mara gardait les yeux baissés et jouait avec une goutte d'eau perlant sur le rebord de son verre. Yann s'étreignait nerveusement les mains et battait sans arrêt des paupières. « Vous êtes les 3 saboteurs recherchés par l'officier ?» fit doucement Thatcher. « Les terroristes ? Ce que je ne m'explique pas, c'est le coup du détecteur de mensonges. Pourquoi ne vous a-t-il pas démasqué? Comment avez-vous fait pour lui échapper? Enfin, désormais vous êtes en sécurité, loin de la station de contrôle. » Thatcher les dévisagea tour à tour en souriant de toutes ses dents. « Ça alors, j'ai vraiment cru que vous étiez représentant de commerce, Erickson. Vous m'avez bien eu. » Ce dernier se détendit quelque peu. « Ma foi, monsieur Thatcher, c'était pour la bonne cause.
Je suis bien sûr que vous non plus, vous ne portez pas Mars dans votre cœur. Pas plus que les autres terriens d'ailleurs, vous partez comme tout le monde. En effet, reconnut Thatcher, vous devez avoir des choses drôlement intéressantes à raconter tous les trois. Ce regard fit le tour de la table. On en a encore pour 1 heure de trajet au moins. Rien à regarder, rien à faire sinon boire au bar. Il releva lentement les yeux. Vous voulez bien narrer vos aventures, histoire de nous tenir éveillés? Yann et Mara tournèrent la tête vers Erickson. Vas-y, fit le premier, puisqu'il sait qui nous sommes, dis-lui le reste. Au point où on en est, renchérit Mara. Jouons carte sur table, poursuivit Yann en poussant un brusque soupir de soulagement. Libérons-nous de ce poids. J'en ai assez d'agir toujours en douce, de me cacher de... D'accord, s'enthousiasma Erickson. Pourquoi pas après tout? Il se renfonça dans son fauteuil et déboutonna sa veste. Entendu, monsieur Thatcher. Je vais vous faire plaisir de vous conter cette histoire, assez intéressante, j'en suis sûr, pour vous tenir éveillé. Ils traversèrent tous ensemble, silencieusement et au pas de course, des bosquets d'arbres morts foulant à vive allure le sol martien, recuit par le soleil. Ils gravirent un talus, menant à une petite crête. Là, Eric s'arrêta brusquement et se jeta à plat ventre, aussitôt imité par les 2 autres. Pressés contre la terre, ils cherchaient leur souffle. Pas un mot, intima Eric à voix basse. Il se souleva légèrement. Pas de bruit, à partir de maintenant, on peut tomber sur les Leiters. Ne prenons pas de risques inutiles. Entre le bosquet d'arbres rabougris où s'étaient tapis les 3 terriens et la cité, s'étendait un vaste désert plat et stérile, un bon kilomètre de sable dévasté par les explosions. Ni arbres, ni buissons ne poussaient sur cette surface lisse et desséchée. Seul un souffle occasionnel de vent sec, agité de tourbillons, venait fouetter le sable, qui formait alors de petits ruisselets. Charriés par le vent, leur parvenaient les effluves légers mais âpres du sable brûlant. Eric pointa du doigt. « Regardez la cité, elle est là en bas !» À suivre. La crypte de cristal. Extrait du recueil Derrière la porte, dans la collection Présence du futur, aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.